Et c'est aussi une des grandes leçons que j'ai apprises en entreprise. Je ne me victimise plus jamais. Je me suis victimisée pendant 10 ans. Okay. Au fond de moi, je voulais pas aller en France. Au fond de moi, je veux pas faire cette scientifique. Mon attitude en ce moment, c'était tant qu'à faire, mourons. Moi, j'étais bien partie pour faire une thèse. Hein. Oui, Si je pense. je pense. Je pense bien. Je suis une timide frustrée. C'est quoi une timide frustrée? Je suis timide parce que j'ai peur. Oui, c'est pas timide parce que tu veux pas Voilà, parler. mon premier devoir d'algorithme. Je finis ça en 15 minutes. Il faut l'enregistrer sur une disquette. Ok. Une disquette, c'est l'équivalent d'une clé USB. Ça, je connais quand même. Et nommer la disquette avec mon nom et remettre ça au prof. Je n'ai jamais réussi à faire ça. J'ai eu 0. J'ai pas planifié. En fait, à un moment donné, je me suis écoutée et j'ai fait ce que j'aimais et ce que je savais faire. Ton sweet spot. Voilà. J'adore, ouais. J'ai fait ça. Ouais. Pour ce nouvel épisode de Gatémerie, je vous emmène avec moi à Dakar, où je pars à la rencontre de Koura Sen, la directrice régionale de Wave, la première licorne en Afrique francophone. Ça fait pas mal de temps que je voulais recevoir Koura sur le podcast, car depuis que je la suis, j'ai toujours ressenti une certaine sensibilité en elle que je voulais explorer. Et je dois vous dire que je n'ai pas du tout été déçue. Koura est une littéraire qui a su mettre ses talents scientifiques au service de l'humain grâce à l'informatique. Une multipassionnée qui a su composer avec ses différentes facettes pour avoir une vie plus alignée et plus épanouie. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Koura Sen. Bonjour Koura. Bonjour gars. Je suis trop contente que tu me reçoives chez Wave pour cette conversation qu'on va avoir. Moi aussi, je suis très contente de te parler. Ça va être trop chouette. Oui. Alors, tu sais, j'aime beaucoup introduire les podcasts par comment j'ai rencontré la personne, parce que c'est la question qu'on pose le plus souvent. On me demande, mais comment tu fais pour rencontrer ces personnes, etc. Moi, ça fait longtemps que je te suis, j'adore ce que tu fais, enfin, j'adore ce que tu dégages. Il y a un truc de sensibilité chez toi que j'arrive pas encore à comprendre, mais on va le voir du coup pendant cette conversation. Et je t'ai rencontré pour la première fois en vrai il y a quelques mois à l'Africa CEO Forum à Abidjan. Et je t'ai observé parce que moi j'ai beaucoup d'intuition quand je veux interviewer quelqu'un dans le podcast. Je me dis cette personne semble bien, mais j'aime bien aussi la voir en vrai pour voir et tout. Et j'ai trop aimé justement la façon dont tu te comportais avec tes équipes, tu étais hyper à l'aise, hyper simple, t'étais simple en fait. Et cette simplicité-là, j'ai dit à Yasmina, merci encore, qui nous a permis de faire cette interview c'est pas la première fois qu'elle met Yasmina sur le podcast, donc merci beaucoup. Et en fait, j'ai vraiment aimé comment tu étais simple. Je me suis dit, en fait, non, Koura, il faut absolument que je l'aie. Et donc là, aujourd'hui, on le fait, donc je suis très contente. C'est un plaisir. En tout cas, déjà, c'est un plaisir d'entendre ces mots venant de ta part, parce que oui, je suis une femme simple. J'aime être simple. Ouais, non, t'es simple. Voilà, et du coup, tu le dégages naturellement. Je n'aime pas me prendre la tête. J'aime prendre du plaisir dans ce que je fais. J'aime être naturelle et moi-même. Trop bien. Toujours. Ça se voit. Voilà. Et c'est pas facile d'être comme ça dans la vie professionnelle. Et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir l'être. Trop bien. De pouvoir l'être. Tu vas raconter ça n'a pas été toujours le cas. Ah, voilà. Trop bien. Tu m'en diras plus. Pour commencer, j'aimerais te demander, qui es-tu, Koura? Je peux te présenter. Qui je suis? Je pense qu'on est différents selon les périodes, les âges. Moi, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que oui, moi, je suis Koura, je suis une femme sénégalaise. Je suis épouse. Je suis maman de 3 adolescents. Je dis bien adolescents. Ils ont quel âge? Parce que c'est important. 19 ans, 17 ans et 13 ans. Ok, oui. Voilà, un garçon que j'aime beaucoup, c'est mon premier. 2 filles qui sont aussi mes copines. Trop, j'adore. Voilà, ils sont tous les 3 mes amis. Donc, je me définis vraiment comme une maman de 3 adolescents parce que c'est très important. C'est ce qui fait aussi la personne que je suis aujourd'hui, que je suis devenue. Je suis aussi fille. J'aime beaucoup mes parents. Alors, tout le monde aime ses parents, oui. mais j'aime mes parents. Tu as une relation particulière avec eux? Voilà, je suis fusionnelle avec ma maman et mon papa, c'est mon papa. Moi, je suis une fille à papa. On parle pas beaucoup. Ouais. Mais il a tout fait et c'est mon repère. Donc je suis une fille, je suis une sœur. T'as des frères et sœurs? Oui, ouais. Je suis l'aînée. Ok. Ce qui définit aussi beaucoup de choses en moi. Le fait d'être fille aînée au Sénégal, ça vient avec beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités que j'ai aimé en fait. Je ne résiste pas. Je ne sais pas de résister au poids de l'aînesse. Tu t'embrasses. Voilà, je prends et je suis aînée et
et mes frères et sœurs, ils font partie de moi. Ils font partie de moi et j'ai une sœur, un frère et une autre sœur, la petite dernière. Voilà. Et on est tous maintenant des adultes, hein. Notre petite dernière à la quarantaine passée. Ok. Donc voilà, on est quand même des frères et sœurs assez matures et voilà, vraiment une famille fusionnée. Unie. Trop bien. Voilà, il n'y a pas de... Ce que j'adore dans ta présentation, en tout cas, tu vois, souvent les gens, et ça, c'est vraiment, je milite pour ça, quand tu leur demandes de se présenter, ils vont se présenter par leur métier. Et tu vois, c'est vrai, enfin, tu n'as même pas parlé de Wave. Non. Donc voilà, donc ça, c'est, non, mais c'est hyper intéressant parce que souvent, et moi, c'est ce que je déconstruis à travers ce podcast aussi, c'est de dire, bah, en fait, il y a la vie professionnelle, mais il y a la vie, notre vie, en fait. Et c'est pas le pro qui régit la vie perso. Pour moi, c'est le contraire. Oui. Et tu vois, en te présentant comme ça, je trouve que ça donne beaucoup de matière, en tout cas, à notre discussion. Et tu vois, tu parlais justement de tes parents, de ta famille, etc. Moi, j'aimerais bien savoir comment était ton enfance. Comment est-ce que tu as des souvenirs particuliers Oui. Une enfance très heureuse. Ouais. Une enfance très heureuse. Oui. J'ai eu une enfance heureuse. Papa enseignant. Maman qui a commencé par être très ambitieuse, qui a commencé par être bibliothécaire, documentaliste donc j'ai grandi au milieu des livres entre un papa enseignant prof de lettres. Okay, oui. Donc à la maison il y avait tout, il y avait la collection de Molière, littérature française, littérature africaine. J'adore. En fait, c'était une maison remplie de livres, de bibliothèques, de dictionnaires, de tout ce que tu veux. Et donc une maman documentaliste qui a commencé sa carrière à la bibliothèque universitaire de Dakar, à l'UQAD, donc le grand bâtiment de la bibliothèque universitaire, où je passais mes mercredis après-midi dans la section enfantine et où j'ai lu des livres. Donc voilà, en fait, j'ai grandi une enfance heureuse avec des livres, des parents aimants, portés sur les lettres, pas les sciences du tout. Oui, c'est ça. Voilà, portés sur les lettres, la lecture, aînée d'une famille, entourée chez moi aussi. La porte était ouverte. Okay. Mes tantes, mes oncles, on est originaire de Thiès. Okay. Donc, tous les midis, il y avait les étudiants. On n'habitait pas loin de l'université de Dakar. Donc, tous les jeunes étudiants de Thiès venaient parfois manger à midi chez nous. Trop bien. Du coup, il y avait une ouverture. Il y a une ouverture. Les gens, quand ils ont le bac, ils débarquent, ils passent quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années à la maison. Donc, en fait, voilà, j'ai grandi dans cette ouverture. Dans cette ouverture et moi, mon enfance, elle est heureuse. En fait, quand j'essaie de me rappeler un souvenir stressant, quand j'étais petite, c'est quand ma mère est partie 2 mois. Elle a eu la chance de partir 2 mois à Bordeaux pour une mission. Alors, pour moi, c'était la fin du monde. Je ne vais pas la maman. Et puisque j'étais aussi timide, c'était une enfance heureuse, mais j'étais timide. J'avais pas besoin de parler, de revendiquer. J'étais bien dans ma peau. T'étais tranquille. Voilà, mon papa, il était enseignant. Et imagine, depuis toute petite, je suis partie à l'école avec mon papa. Donc, il était enseignant à l'école d'à côté où j'étais. Donc, moi, j'étais chez les filles, à Sainte-Bernadette. Mon papa était enseignant au Sacré-Cœur, chez les garçons. Et tous les matins, j'ai eu le plaisir et l'immense bénédiction de partir à l'école avec mon papa et mes frères et sœurs, à pied. À pied, on marchait. Donc, c'était le rituel. 4 fois par jour, on rentrait à midi avec mon papa. En fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais quel cadeau. Quel cadeau mon papa, il m'a donné. En fait, et je l'ai côtoyé tous les jours. On allait à l'école, on rentrait. Et en fait, moi, l'école, c'était aussi la maison. Mes profs, mes enseignants, puisque c'était les collègues de mon père. Oui, c'était des amis, du coup. Ils venaient à la maison. Je les appelais tonton, tata. Ils venaient à la maison, je les voyais, je connaissais leurs femmes, leurs enfants. J'avais pas le même rapport à l'école que beaucoup. Et donc, j'allais à l'école avec plaisir parce que c'était un prolongement de la maison et vice-versa. Et la maison était un prolongement de l'école. En fait, tout ce, c'était bien. Et en termes de, tu vois, de personnalité, tu as un peu évoqué, tu as dit que tu étais timide. Est-ce que tu étais rêveuse? Tu rêvais de devenir quoi, justement, dans ce contexte-là? Tu vois, on s'imagine pas du tout ce que tu fais aujourd'hui. Donc, moi aussi, je m'imaginais pas. Du coup, à l'époque, tu rêvais de devenir quoi? À l'époque, en tout cas. Est-ce que tu avais des rêves particuliers ou pas? Oui, en fait, j'avais le rêve de devenir avocate, je ne sais pas pourquoi. Okay. Alors, je voulais être une grande avocate. Jessica Pierce. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que, alors, à la maison aussi, j'étais la fille aînée. Je prends soin de tout le monde, je défends tout le monde, je plaide. et puisque, comme j'ai dit, il y avait mes tontons, mes tatas qui venaient et tout, je veillais aussi sur mes frères et sœurs, voilà, et tout. Et donc,
Alors, et j'étais très portée sur les livres et tout, donc moi, je rêvais d'une grande carrière d'avocate, Ouais. tout en me disant que j'y arriverais pas, Pourquoi? parce que je suis timide. Parce qu'en fait, alors j'avais ça, après j'avais cette angoisse de dire, OK, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je me posais des questions sur ce que j'allais devenir plus tard. Très petite, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, il y avait rien. Je me voyais bien en rien. Ah ouais, j'adore. Je me voyais bien en rien. Mais en rien, est-ce que c'est en rien néant ou c'est en rien plusieurs choses à la fois? Parce que tu vois, il y a ce truc de... Moi, je comprends ce que tu dis. Genre, moi, avant, je rêvais juste de voyager. Ça veut rien dire. Mais tu vois, c'était ce truc de... Je me vois pas dans un métier spécifique, mais je me voyais bien faire plusieurs métiers. Non. Toi, c'était juste... Non, en fait, pour toute chose que j'imaginais, je me trouvais toujours pas assez bien pour le faire. Voilà. Okay, je vois. Et donc, ça crée de l'anxiété en moi, quand même, dans cette enfance heureuse et tout. Ça, je sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai senti que j'avais tout reçu et je me demandais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, qu'est-ce que je vais devenir. En fait, et je voyais autour de moi des gens. Alors, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent, ils répondent avec aplomb, je veux être ça. Alors moi, je disais pas que je voulais être avocate, mais je rêvais. Ah, tu l'avais jamais non, verbalisé? Je ne disais pas. Avocate ou alors écrivaine. Franchement, parce que pour moi, alors écrivain, c'est que déjà j'aime les livres, et pour moi aussi écrivain, c'était le bon plan, parce que tu travailles seul, tu écris, je m'imaginais, genre parce que j'étais timide, donc voilà, tu es dans ton coin. J'ai lu des livres sur des écrivains, ils ont écrit en pleine nuit, ils se réveillent à l'aube, ils écrivent, personne ne les dérange. Et par exemple, moi, quand j'étais petite, du coup, ma maison était bruyante et tout, et puisque moi j'aimais lire, par contre, j'aime le calme. Donc moi, j'avais une cachette préférée, c'était sur la table de la salle à manger. J'adore. La grande nappe qui descend, personne ne voit. Comme ça, tu te caches bien. Je prends mon livre, je vais sous la table, je m'allonge là-bas avec mon coussin et je lis. Et je les entends crier Cora dans la maison à me chercher. Et tu calcules pas. Voilà, je les calcule pas et je lis. Voilà. Et j'étais tellement dans les livres qu'on allait à une fête familiale. Ma maman, elle était obligée de me fouiller pour vérifier que je ne partais pas avec un livre. C'est vrai, à ce point? Oui, oui. Ouais. C'est comme les écrans. Et en fait, parce que quand je pars avec un livre, j'arrive dans la maison où il y a une fête. Oui. J'identifie une chambre calme où il y a personne. Et je me réfugie là-bas et je lis mon livre. Je pouvais lire 3 livres par jour, par semaine. Je lisais tout ce qui me tombait pas. Je lisais. J'ai tout appris dans les livres. Comme j'ai dit, chez moi, il y avait beaucoup de livres, les encyclopédies. Donc j'ai appris beaucoup de choses par les livres. Je me rappelle la première fois où je vois le corps humain dans une encyclopédie avec les noms des différentes. Je vois ça très tôt, avant qu'on va à l'école. Moi aussi, j'étais la personne. En fait, alors il y a des œuvres qui sont au programme. On savait, en 4e, on étudiait telle œuvre. Moi, je les avais lues 4 ans, 5 ans avant. Je les connaissais par cœur. Je les ai lus, relus. Quand je m'ennuie, je relis un livre que j'ai lu, la semaine dernière. Et je suis toujours, voilà, et tout, voilà. Et voilà, j'étais plutôt, donc pas trop d'amis, je sors pas, j'ai des amis, c'est à l'école. En fait, moi, j'aime bien. Donc, à l'école, quand je suis là-bas, je suis timide, mais quand on sort dans la cour, en fait, je suis assez je fais ce que la société attend de moi. Donc, on sort dans la cour, on doit jouer, on joue. Ça, j'ai fait ça quand j'étais enfant. Après, quand j'étais ado, par contre, quand j'étais un peu plus grande, j'ai appris à... Donc, par exemple, quand j'étais au lycée, à la récréation, je vais au CDI et je lis. Donc, tu vas même pas à la récréation. Tu faisais plus semblant. Voilà, je faisais plus semblant. Je faisais plus semblant à partir de là. Okay. Dès que je sors, je vais direct au CDI. Avant que personne ne m'embête, je voulais pas. Et je lis. Mais quand j'étais plus petite, voilà, je joue, j'ai joué à tous les jeux, Pélaline, la corde. Voilà, les trucs, Donc, j'ai des copines, en fait. Non, t'étais pas non plus, t'étais pas t'étais sociable, j'ai des copines, parce que j'aimais aussi beaucoup aider les autres. J'étais déléguée de classe, parce qu'on me demandait des délégués de classe. Donc, la première fois où je suis déléguée, c'était en 5e. On vote pour les délégués. Il y a des enfants les plus terribles qui lèvent la main. Et bien sûr, on vote pour eux parce que sinon, c'est pas drôle comme ça. On va bien s'amuser. Et le prof, il dit non, c'est Cora qui sera votre délégué. Et tout le monde fait ouh. Non, ils sont pas sympas. Et donc, je suis forcée à être déléguée, mais ça s'est bien passé. J'ai pu m'imposer et tout. Donc, à partir de là, j'ai commencé à aimer être déléguée. Donc, voilà, je suis sociable, mais je suis timide. Oui, je vois. Voilà, quand je suis dans la société, je fais ce qu'il faut. Quand je rentre chez moi, je me retire. Je cherche toujours à comment rester dans les livres. Bon. Donc voilà, je voulais être écrivain pour ça, mais sinon je rêvais d'être avocate. Et voilà, j'ai grandi comme ça. C'était ça vraiment mes rêves.
Et du coup, enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as fait des études scientifiques qui n'ont rien à voir avec ce que tu as dit, ni avocate, ni écrivaine, tout ça. Tu peux m'expliquer comment s'est fait ce choix? C'est mon papa. Ok. Mon papa, qui était enseignant, prof de lettres, m'a expliqué que je devais faire le bac C. Ok, qui est le bac scientifique. Parce qu'il n'y avait pas de raison, parce que j'étais intelligente, parce que je pouvais le faire, et que parce que ce bac m'allait m'ouvrir toutes les portes. Père était pareil. Voilà. Et il m'a pas laissé le choix, par contre. Il était très à l'écoute, aimant tout ce qu'on voulait faire. Mon papa, c'est un papa gâteau, tout ce que tu veux. Mais là, sur ça, il voulait pas, il était intransigeant, quoi. Voilà, il était intransigeant sur le fait que je devais faire le bac scientifique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi, quand je suis en société, je suis pas la rebelle qui veut aller faire, qui veut m'opposer. Par exemple, je me rappelle même pas avoir fait une crise d'adolescence. Voilà, je regardais. On va en parler après. Voilà, intéressant. Je regardais faire leur crise d'adolescence et je me disais, mais pourquoi ils font ça, en fait? Ils perdent du temps. Ils perdent du temps, ils se font du mal tout seuls et tout, ça sert à rien. Donc voilà, donc, il voulait que je fasse le bac C, donc je l'ai fait. Et puis, comme j'ai dit, hein. Ça avait des facilités. Du coup, voilà, tu l'as fait, enfin, c'était pas difficile, quoi. Voilà, j'étais pas, en maths, je devais travailler encore plus. Oui, parce que je devais travailler vraiment. Mais je l'ai fait parce que, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre, en fait? Voilà, c'était juste ça, ok. Mais tu voulais quand même faire un bac littéraire? Ou pas? Mon père m'a expliqué que si je faisais le bac C, je pourrais faire avocat, tout ce que je voulais. Oui, c'est ça. Voilà. Il me disait tout le temps, c'est la série d'excellence. C'est la série d'excellence, tu dois faire ça et tout. Et donc, je tiens. Donc, jusqu'en troisième, il n'y a pas de, en fait, jusqu'en troisième, il n'y a pas de débat. Voilà, je travaille, j'ai des 20 par contre. En fait, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de lutte entre ça et ça. C'est à partir de la seconde qu'on commence à s'orienter, avec les coefficients, que là, on ressent le problème. Où, en fait, on sort de sa zone de confort. Je suis au lycée, je suis en série scientifique. Je suis la meilleure élève en philo de toutes les séries. Okay, je suis pas en série littéraire, je suis la meilleure élève en philo. Je suis la meilleure élève en français. Mon prof de français qui est maintenant décidé en première, quand il rend les notes de français, il commence par la plus mauvaise note et il monte. Et c'est toujours moi qu'on rend la dernière note. Et en fait, dans ma tête, je suis même pas fière. Je dis, j'ai hérité ça. Donc, j'ai les trucs, oui, j'ai hérité, j'ai pas fait d'effort. Oui, je vois, Et donc, il prend ma copie, il est content, il est heureux, il lit l'introduction, il lit la conclusion, et puis il leur dit si vous voulez aller voir Koura. Voilà, aller voir Koura. Et en fait, voilà, et je suis dans une série scientifique. Et mon prof de philo aussi, il m'adore en fait, et je fais aucun effort. Ça veut dire je fais aucun tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai, parce que j'ai tout lu. Oui, t'as baigné dans ça en fait. Et en maths et en physique, je dois ramer pour ramener ce bac scientifique à mon papa, pas scientifique C. Et j'arrive en terminale et j'en peux plus. Je suis fatiguée parce que je travaille trop. Alors que je vois les filles de terminale, elles. Ouais, elles sont tranquilles. Elles sont tranquilles. Elles sont tranquilles. Et je dis, je pourrais vivre cette vie-là. Je pourrais être tranquille, sans prise de tête. Et donc, un jour, vraiment, je viens en pleurant avec mon papa, qui est très gentil. Et je lui explique que c'est trop. Je ne peux pas. Parce qu'on fait. Mais par contre, j'aime pas les mauvaises notes aussi. Alors, j'aime pas les mauvaises notes. Oui. J'aime bien les bonnes notes. Le syndrome de la bonne élève, quand même. Voilà. Et donc, on fait un premier devoir de mathématiques. En terminale, j'ai 5 sur 20. La meilleure note, c'est 7. Je m'en fous. Les autres ont 0,51. Je m'en fous. Moi, j'ai 5. Ouais, je comprends. Et c'est qu'un problème. Donc, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que moi, j'ai travaillé dur et j'ai 5. Mais parce que le prof nous avait donné le sujet du bac d'il y a 2 ans. Dès le premier devoir. Des choses qu'on n'avait pas vues et tout. Je pense qu'il voulait aussi tester. Ouais, parfois aussi, on teste l'endurance. Et ce prof-là, je l'ai beaucoup aimé après. Parce qu'après, on s'était compris. Quand il faisait son cours, à un moment donné, il dit, à partir de là, c'est pour ceux qui veulent faire maths sup, maths spé. Et moi, je posais mon stylo. Et je disais, monsieur, moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux pas faire prépa. Ouais. Voilà, moi, mon truc, c'était, et il comprenait, et il m'aimait beaucoup parce que je m'appelais Koura. Pourquoi il m'aimait beaucoup parce que je m'appelais Koura? Parce qu'il disait tout le temps, Koura, c'est la seule qui est vraiment africaine ici. Vous tous, vous avez des noms français, arabes. Et Koura, c'est un nom traditionnel. Africain. Et donc, il m'aimait beaucoup, donc il me comprenait et il me laissait, je lui disais, monsieur, je veux juste avoir le bac pour mon père. Et un jour, je convainc quand même mon père, il me fait une belle lettre que je dois remettre au proviseur, au préfet, ça s'appelait à l'époque, au Maurice, où il m'autorise à aller en D.
D, c'est quoi? D, c'était la série, je pense que c'est l'équivalent de S2. Il y a moins de, c'est les mêmes matières, mais les coefficients sont plus lissés. Parce qu'en fait, moi, ce qui comptait pour moi, c'était les notes. Encore parce que toi, tu voulais juste ton bac, voilà, en fait. Parce que j'ai beau avoir des excellentes notes en français et en philo. Les coefficients, oui, c'est ça, oui. Maths, physique, c'est coefficient 8. Alors, en D, les coefficients étaient plus lissés. J'allais plus avoir une moyenne générale qui allait satisfaire. Et donc, il me fait cette lettre et je suis contente. Je suis arrivée à bout de mon père après 17 ans. Et donc, convaincue qu'il doit me laisser faire ce que je veux. Et je suis tellement contente. Et sur le chemin du préfet, je rencontre mon prof de philo. Il me demande, où tu vas comme ça et tout. Je lui explique. Je lui donne le courrier. Il le lit. Il le déchire en 1000 morceaux. Ah, il dit non. Oui, il me dit, je vais appeler ton père. Là, il cède à tes caprices. Tu vas faire le bac C comme tout le monde. Ah oui, ok. Voilà. Et toi, ça, J'ai accepté. Je me suis dit, ok, bon, c'est bon. Il me reste quelques mois à tenir dans cette vie. Moi, l'année de terminale, ça a été l'année la plus difficile pour moi. Et donc, j'ai fait le bac C. Et tu l'as eu. Je l'ai eu. Et puis voilà. Et j'ai continué dans les sciences. Et de ça, du coup, t'es... fast forward, t'es allée à Paris. Je suis allée en France. T'es allée en France. T'as suivi cette voie-là. Je suis allée en France. Pourquoi j'ai suivi cette voie-là? Parce qu'en janvier, quand on choisit les orientations, je suis encore dans le mood scientifique, ce que mon père veut. Je pense que j'ai fait avec lui et puis j'étais allons-y quoi. J'ai choisi un doc sciences de la matière à Lille. J'ai choisi Lille comme ça parce que tant qu'à faire. Parce que en fait, au fond de moi, je voulais pas aller en France. Au fond de moi, je veux pas faire cette scientifique. C'était mon attitude en ce moment, c'était tant qu'à faire, mourons. À la guerre. Alors, c'est vraiment genre défaitiste quoi. Voilà, tant qu'à faire, mourons. Donc j'ai choisi Lille, la ville que j'imaginais la pire. En termes de froid, de tout. Voilà, la plus stylée, hein, vraiment. Je connais personne. Je choisis Lille et je choisis sciences de la matière. J'ai tant qu'à faire, mourons. J'étais en plein. En fait, je dis que j'ai pas fait ma crise d'adolescence, mais peut-être dans ma tête, j'étais en train de tout jeter dans le feu. Je peux pas aller en D. Vous voulez que tant qu'à faire, mourons. Et je choisis ça et j'y vais. Ça arrive. Il y a beaucoup de choses que je saute, des anecdotes où, à un moment donné, mon père, il essaie que je ne parte pas quand même parce qu'il m'aime beaucoup, il veut que je reste à côté de lui. Je m'inscris quand même ici à Dakar. Je pars très tard. Grâce à un oncle qui vient. À la fin, mon père, il veut plus que je parte. Mon oncle, il vient, il sonne. J'ouvre, il me fait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Encore. C'était en octobre. En octobre, j'étais encore là. Et donc, nous, chez les Sérères, les oncles ont beaucoup de poids. Les oncles, les frères, les cousins de la mère ont beaucoup de poids, ont beaucoup de voix dans la famille. Et donc, il vient, il s'énerve, il dit, oui, c'est n'importe quoi, il faut lâcher vos enfants. Il est tellement timide, il faut la lâcher, en fait. Oui, ça m'arrangeait faut qu'elle apprenne la vie, quoi. Voilà. C'est un peu ça, Et en fait, il fait un chèque pour mon billet d'avion. Il me le donne pour ma mère. Il dit, samedi prochain, je reviens ici, je veux pas te voir. Et c'est comme ça que je suis partie. Et mon père, il cède. C'est comme ça que je pars et j'affronte le froid, la grisaille, les sciences de la matière, les labos de physique et de chimie pendant 4 heures. En fait, t'aimes pas. J'aime pas. Les blues. Et j'arrive pas à me projeter là et tout. Et je commence à me souvenir, mon père, il m'avait dit, tu peux tout faire avec le bac C. Et pourquoi maintenant je continue à m'apprendre oui, c'est ça. Des choses que j'aime pas et tout. Surtout, le déclencheur, puisque j'aime les bonnes notes. J'aime les bonnes notes. J'aime. Est-ce que, mais c'est intéressant, justement, ce sujet-là de t'aimes les bonnes notes. Tu écoutes quand même, t'as quand même ce truc, je crois que c'est le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire que t'as quand même ce truc de reconnaissance, peut-être, ou de valoriser les choses par les notes, ce que les gens disent de toi, etc. Mais ça, on va en parler. C'est comme ça que j'étais éduquée. Oui, c'est ça. C'est comme ça que j'étais éduquée par un papa enseignant. Donc, j'aime les bonnes notes et j'ai un 1 sur 20. Parce que je suis arrivée en retard. Oui. J'arrive en octobre comme une fleur, j'ai un 1 sur 20 en physique et je ne supporte pas. Et donc, j'appelle ma mère en pleurs. Donc, alors, comment ça se passait à l'époque? C'est en pleine journée. On est en 1996. On est en pleine journée. J'ai un 1 sur 20 au mois de novembre, un mois après mon arrivée. C'est normal, mais bon, avec le recul, c'est normal. Sur le show, c'est pas normal que moi, courage, j'ai 1 sur 20. Même si c'est difficile, j'ai travaillé. Et donc, je vais dans une cabine.
je compose le numéro du bureau de ma mère. Et donc, je tombe sur la standardiste, que je connais tout, et je la connais. Je lui dis, tata, je vais vous parler à ma maman, je pleure. Elle me dit, ma maman est en réunion, attends, je l'appelle. Donc, elle va en pleine réunion, elle dérange la réunion pour dire qu'il y a Cora qui a appelé. Donc, elle se dit... Toutes les collègues de ma mère, elles viennent avec elle pour écouter la conversation parce qu'elles sont... Tu sais comment ça se passe le Sénégal. Donc, elles sont plusieurs autour du téléphone et moi, je suis de l'autre côté. Et j'entends leur voix, Cora, ça va. Elles sont toutes inquiètes. Je suis leur fille aussi. Oui. Et puis tu pleures. Et voilà, tout, et je pleure et je suis toute seule et elle me pose des questions. J'arrive pas à dire je pleure parce que j'ai 1/20 parce que là, je sens qu'elles sont angoissées. Et donc, plus je ne parle pas, plus elles me posent des questions angoissantes. Jusqu'à est-ce que tu as été violée? Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. En même temps, enfin, je comprends. En même temps, je comprends. Et à la fin, j'ai dit, j'ai eu 1/20. Et donc, silence de cathédrale de l'autre côté. Ah, oui, enfin, éclater de rire, soit il s'énerve. En fait, c'est les deux trucs. Oui, et ma mère, elle s'est énervée. Oui, c'est soit ça. Elle s'est énervée. Elle m'a dit que j'étais une fille à papa, que mon papa m'avait pourri, qu'elle s'en foutait si j'avais 1/20, que si je voulais pas avoir 1/20, j'allais travailler vite. Et j'étais qui pour ne pas avoir 1/20? Bref, elle m'a passé un savon. Elle m'a passé un savon. Elle m'a dit, je sais que tu veux que revenir ici. Mais tu restes là-bas. Ouais, t'as pas le choix. Voilà, t'as pas le choix. Je veux plus que tu m'appelles pour pleurnicher. C'est fini maintenant, t'es pleurnicheur. Bref, ma mère, elle m'a passé un savon. Et là, je me suis dit, OK. Elle m'a demandé de me prendre en main, je vais me prendre en main. Je suis allée voir la conseillère en orientation. Et je lui ai parlé. Mais en fait, ce qui est marrant quand même, et ce qui est marrant et un peu paradoxal, c'est que tu vois, tu suis quand même ce qu'on te dit de faire, mais en même temps, tu sais quand même bien t'écouter. Tu vois, parce que souvent, enfin, on y va, quoi. Tu vois, on se dit, bah, c'est bien plus tard. Enfin, tu vois, même moi. Non, j'essaie. Moi, c'est bien plus tard que je me dis, qu'est-ce que j'ai envie. Mais tu vois, dès le départ, quand même, tu te dis. Non, je sais m'écouter. Par exemple, même en terminale, quand à la fin, je sais que je dois avoir ce bac C, que ça va être difficile, je dis à mon père, OK, je vais pas avoir la mention. Il me dit, d'accord. Et en fait, à partir du mois d'avril ou mars même, j'ai arrêté de travailler. Parce que je savais que je l'avais, son travail. Maintenant, je travaillais pour avoir la mention. Je me dépassais parce que je voulais lui faire plaisir jusqu'au bout. Donc, je me suis écoutée parce qu'un jour, en fait, j'ai senti que j'étais au bord de quelque chose, que je travaillais trop. Moi, je travaillais trop. Tous les dimanches, j'étais inscrite à des cours. Je travaillais à H24, 7 jours sur 7. Mais c'est comme c'est intéressant ce truc de s'écouter. Parce que tu vois, il y a beaucoup, enfin, moi, la première, hein, moi, je me suis pas écoutée à un moment, j'ai flanché. Mais ce truc de s'écouter, tu penses que ça vient Non, moi, j'écoute sur ça. Donc, en terminale, j'ai pas poussé. Je me suis juste mis d'accord avec mon père. Tu veux le bac C, tu l'auras. Donc, on avait fait un pacte. Tu auras le bac C. Et si jamais je le rate, je fais le bac L. Mais je vais tout faire pour l'avoir, mais j'aurai pas la mention. Donc, il m'a dit d'accord. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et c'est juste. Donc, aussi là, je vais voir la conseillère en orientation et je lui dis, je suis perdue. Et elle m'a dit ce que tu viens de me dire. Elle m'a dit que c'était très bien que je m'en rends compte maintenant. Bah oui. Parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à obtenir un master, travailler plusieurs années avant de se rendre compte qu'ils sont pas dans la bonne. Ça a 30 ans qu'on fait ça. Voilà. Et moi, et elle me dit, c'est super que tu viennes là, tirer la sonnette d'alarme. Que je lui dis, je veux plus faire. Alors, je ne savais pas ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire. Mais je savais ce que je ne voulais plus faire. Mais ça, c'est déjà une bonne victoire. Voilà. À chaque fois, savoir ce que l'on ne veut pas, c'est déjà une très bonne victoire. Exactement. Donc, je lui ai, alors, elle m'a proposé de faire ce qu'on appelle un semestre d'orientation, de réorientation. Se réorienter. Donc, elle m'a proposé qu'au deuxième semestre, j'irai pas en cours. Voilà, ça, ils le font plus, là. Je sais pas, mais moi, j'ai jamais entendu. Enfin, voilà. J'avais jamais entendu parler de ça. Université scientifique de Lille. Semestre de réorientation où donc, puisque je lui avais dit que j'aimais ce que j'aimais, bon, j'aimais les maths. Bizarrement, j'aimais les maths. J'aimais les maths. Donc, je continuais. J'aimais plus la physique et la chimie. Ouais, ça, tu voulais plus. J'en avais marre des labos. Donc, elle m'a proposé de continuer à aller faire des cours de maths pour ne pas décrocher. Et de venir discuter avec elle. De temps en temps, comme une conseillère sur le long terme, quoi. Mais j'allais quand même tous les matins, toute la matinée, j'avais 4 heures, j'avais des matinées remplies. Mais les après-midi, j'étais libre et tout. Et donc ça pendant 6 mois. Oui. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher un boulot de jeune fille au père. Trop bien. Voilà. J'ai regardé les pages parce que je me suis dit, parce qu'on me propose ça, je dois annoncer ça à mes parents.
Et je suis Cora, l'aînée, toujours. Je peux pas leur dire je vais plus Oui, à l'école, j'ai que 4 heures j'ai par lâché, voilà et j'ai ouais. lâché et tout. Fallait que je trouve quelque chose pour De leur montrer que crédible, quoi. crédible que je reste responsable. Donc je trouve ce boulot de jeune fille au père et je tombe sur une famille. J'ai eu de la chance. En fait, avec le recul, je me dis Mais même, tu vois, voilà. la conseillère d'orientation, tu avais de la chance aussi Mhm. d'avoir une bonne conseillère d'orientation parce que la Exactement. plupart du temps, on leur dit, bah, débrouille-toi, va Voilà, là-bas. Enfin, exactement, puis surtout, on est exactement. en France, Oui, enfin, il y a en quelques années, 96, voilà. Il y a, voilà, là aussi, exactement. t'as un coup de bol, ouais. Et donc, je regarde dans le journal, je trouve, j'appelle et je pars en entretien. Pour la première fois de ma vie. Alors, moi, j'ai jamais travaillé. J'étais la petite fille de mon papa. Tout ce qu'on me demandait, c'était de bien travailler à l'école, de faire quelques travaux à la maison, laver la vaisselle des trucs, voilà. Mais j'ai jamais vraiment travaillé. Et donc, je me retrouve en entretien d'embauche pour être jeune fille au père dans une famille de 3 enfants, 8 ans, 4 ans, un bébé de 4 mois. Ok. Avec aplomb, je viens pour dire que je sais faire. Je pense que je savais faire puisque j'ai grandi Bah auprès de, oui. mais Puis j'avais pas la preuve que j'avais t'es fait. l'aîné, donc t'as eu tes petits Voilà. frères et sœurs, donc. Et en fait, ce qui a été le déclencheur, c'est que la petite fille de 8 ans, elle me voit, elle court vers moi, elle dit, maman, c'est elle que je veux, elle est Oh, trop trop, jolie. Donc, trop j'étais embauchée mignonne. parce que j'étais trop jolie. J'étais trop jolie. Donc, en fait, voilà, je deviens jeune fille au J'adore. père, je déménage là-bas et c'est ma copine parce qu'elle m'a choisie. Ah, Et en j'adore. fait, le boulot, c'était vivre avec eux. Ouais. Oh, ouais. Voilà, vivre Aller en avec eux. vacances avec eux, Aller en ouais. vacances donc, avec eux. Donc, le matin, je m'occupais d'eux. Après, j'allais à la fac. Je rentrais l'après-midi, m'occuper d'eux après l'école, faire les devoirs, faire le dîner, Ouais. juste pour eux trois, les coucher et puis travailler sur mon projet professionnel. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Hmm. Et cette expérience a été déterminante. Bah oui. Et pendant cette période-là, justement, quand tu dis, genre, chercher ce que je veux faire dans ma vie, est-ce que tu rencontrais des gens, qu'est-ce que tu faisais pour Donc ça? là, le premier semestre, quand j'arrive, je suis prise dans la communauté sénégalaise des étudiants et tout. Donc, je rencontre beaucoup de gens, dont mon mari actuel, Ok. Trop bien. qui devient un ami. Et tous mes amis actuels, je les rencontre. Et donc, mais pendant que je suis jeune fille au père, je viens là, je retourne au campus tous les week-ends chez une D'accord. copine. Ok. Ok. Donc, j'ai jamais coupé. Ok. Sauf que ça a été un peu difficile. Alors, mes parents, ils ont été faciles à convaincre, contrairement à ce que je pensais. Je leur ai écrit une belle lettre. Ok. Une belle Genre des lettre, puisque talents j'aime bien d'écrivaine. écrire. J'ai écrit une belle lettre. Écrivaine plus avocate, ça donne un beau plaidoyer. Où je leur ai expliqué ce que j'allais faire. Je vais être jeune fille au père, je vais faire mes orientations en vrai. Oui, le plan était clair, quoi. Pour eux, Voilà. ils Et en sont. fait, les parents, quand tu leur montres de la maturité, ils acceptent. Ouais, ouais. Je poste la lettre, je suis tremblante et tout. Et mes parents, j'ose même pas le dire au téléphone, Ouais, j'écris. ouais, ouais. Et mes parents, ils m'écrivent une plus belle lettre Oh, encore. j'ose trop mignon. Voilà, pour me Ouais. dire qu'ils me font confiance, que j'ai Trop toujours été mignon. une petite fille et tout. Et donc, j'y vais vraiment. Et ma mère fait comme la mère sénégalaise. En fait, cette dame-là, c'est juste ma patronne. Mais elle appelle au téléphone, elle me la confie. Elle devient ma Je maman. comprends. Elle devient ma maman. J'ai dit ma patronne. Et donc, de temps en temps, maman, elle appelle la dame. Alors que je suis employée, je C'est suis ça. pas, bon, bref. Ma mère, les elle fait mamans ça dans tous les pays sénégalaises. où j'ai vécu, elle fait ça, ma mère. Exactement. Donc voilà, je vais avec leur bénédiction. Les week-ends, je retourne au campus où il y a mon copain, qui est actuellement mon mari, mes amis. Je suis chez une amie. On fait des soirées sénégalaises. Donc j'ai quand même continué Ouais. à garder ce Ouais. lien-là. Ok. Mais cette expérience, elle a été déterminante. Pourquoi? J'ai vécu dans une famille de personnes aisées. Le papa était chef d'entreprise avec 3 enfants. Et j'ai beaucoup appris pendant ces 6 mois que j'ai vécu avec eux. Qu'est-ce qui t'a, si tu devais me dire, genre, 3 choses que t'as appris qui t'aident, qui t'a dit que c'est quelque chose de déterminant, en quoi ça l'a été? Alors, la première chose, j'ai vécu dans le quotidien, dans l'intimité d'un chef d'entreprise. Je me suis occupée de ses enfants, je suis allée en voyage avec lui. Okay. Donc, je l'ai vu, en fait. Okay. Je l'ai vu à la maison et au travail. Alors, mon papa est enseignant. En fait, il y avait personne. C'est la première personne qui a ainsi en moi cette ambition de réussir au-delà. Ouais. Je l'ai vu, j'ai dit. Ouais, c'est possible de faire beaucoup plus. Je veux être comme lui. Je veux offrir
mes futurs enfants, je veux leur offrir ce que M. De Vavrin offre à ses enfants. Okay, parce qu'il offrait tout. C'est des enfants aisés et tout. Et c'est ça, c'est le premier truc. C'est que je me suis dit, OK, comment je vais faire pour être comme... Et je lui ai posé la question. Je lui ai demandé comment vous êtes voilà. Construit, comment vous avez fait et en fait, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai appris que il fallait pas chercher des choses compliquées. Lui, il faisait de l'import-export. Il achetait du matériel en Europe de l'Est. Okay. Et il revendait au grand magasin, le Roi Merlin Bricorama. Ouais. Rien que ça, il avait une grande entreprise, il employait des centaines de personnes, il faisait vivre sa famille dignement au-delà. Bonne PME, on allait en vacances à Miami, en Corse et tout ça, sur la Côte d'Azur. Et en fait, ça m'a conforté dans le truc, il ne s'agit pas de maths sup, maths spé. Oui. Ce n'est pas une histoire. C'est un truc d'épicier. C'est un truc très... voilà, et j'ai compris ça. J'ai compris, j'ai dit, OK, on peut, parce que pour moi, la réussite, c'est ça, c'est avoir... Lui, il mettait à l'aise sa famille, voilà, et des trucs comme ça. Et donc, oui, j'ai appris ça aussi. Okay. J'ai vraiment appris que c'est pas si compliqué. Ouais, OK. Et ça t'a donné une autre vision. Voilà, ça m'a donné une autre vision, ça a donné un autre coup, ça a donné un autre coup à mes ambitions. De comment on peut réussir, en fait. Ouais. Comment on peut réussir, c'est pas rocket science, quoi. Tu n'as pas besoin d'être le... Puis je trouve ce que tu dis intéressant sur le côté aussi, moi je me reconnais dans ce que tu dis, ce côté bon élève, études, etc. On nous a appris que justement il fallait faire de grandes études pour pouvoir faire de grandes choses, etc. Et moi justement, c'est pour ça aussi que j'en suis podcast, c'est ce côté aussi où on n'est pas obligé. Les études c'est cool, le diplôme c'est bien. Franchement, on va pas voilà, ça ouvre des portes, etc. En revanche, c'est bien justement le fait que tu aies une autre vision de la réussite, surtout de ton ambition. Oui. Et ça, du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus justement en 2002, du coup, tu deviens ingénieur. Oui. Là, c'est bon, tu deviens ingénieur. Et ce qui est intéressant dans ça, je trouve, c'est la manière où tu as pu relier tes différentes passions. Tu as quand même réussi à un moment donné, en tout cas, à relier ton côté maths que tu aimes bien et le côté littéraire, même si... puis communication, parce que même si tu es timide, on va en reparler après, tu as quand même ce côté communication, tu aimes bien discuter, etc. Ça, tu peux me dire comment tu l'as combiné pour être ingénieur et comment tu es resté du coup 12 ans après, tu as fait une dizaine d'années en tout cas dans une entreprise, je sais plus laquelle. En France? Ouais. La SMA BTP. OK, voilà. Et du coup, après... après le Sénégal. Ouais. Alors, comment ça arrive? Comme je dis, j'ai pas planifié. Ouais. J'ai pas planifié. En fait, à un moment donné, je me suis écoutée et j'ai fait ce que j'aimais et ce que je savais faire. Ton sweet spot. Voilà. J'adore, ouais. J'ai fait ça. Ouais. Et je me suis laissée porter. Et moi, je dis aujourd'hui avec le recul, je pense que ce que je sais faire le mieux, c'est de saisir les opportunités quand je les vois. Okay. Je sais les saisir. Je vais pas les chercher forcément, mais quand se présente à moi, je les saisis. Et comment tu fais ça? Parce que tu vois, ça, c'est un vrai sujet il y a des personnes qui voient des choses passer. Et tout à l'heure, tu as dit en plus que tu étais anxieuse. Et souvent, ces personnes vont se poser 1000 questions. Tu t'as dit que c'était anxieuse, que tu disais que tu n'étais pas assez. Beaucoup de gens voient des choses passer, mais se disent, je suis pas assez. J'étais comme ça avant. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné la confiance de te dire, en fait, c'est bon, je peux y aller? J'étais comme ça avant. Je pense que c'est l'échec d'abord. Donc, quand j'échoue à ma première année, quand j'ai eu un, pour moi, c'était l'échec le plus absolu. Je me reconstruis en allant faire ces semestres d'orientation et en étant jeune fille au père et je côtoie un autre monde. Ouais. Où ils n'ont pas bac plus 8. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai déconstruit. Moi, j'étais bien partie pour faire une thèse. Oui, je pense. Je pense bien. et donc là, je me rends compte que non, en fait, voilà. Et c'est pour ça que moi, mes études, je me suis arrêtée à ingénieur. Oui, c'est bon. J'apprends en entreprise. Et donc, j'apprends tout ça. Et surtout, pendant ces semestres de réorientation-là, je me suis posé la question, OK, qu'est-ce que je n'aime pas? Donc, moi aussi, j'ai appris ça. Ce que je n'aime pas, je ne fais pas. En fait, moi, je dis toujours ça. Même dans ma vie, quand je n'aime pas un milieu, je ne le fréquente pas. C'est parce que je dis à chaque fois, je suis capricieuse. Voilà. Je suis capricieuse. Donc, voilà. Ce que j'aime pas, j'aime pas. J'arrive à identifier ce que je n'aime pas, ce qui n'est pas bon pour moi, je pose de côté. Donc, c'était bien clair. Et donc, par définition, ce que je n'aimais pas, j'avais des chances que j'aime.
Donc, c'est autour de ces discussions-là que j'ai rédigé un projet professionnel qui ne s'est pas réalisé, mais qui était une boussole, en fait. Mais je suis pas arrivée. Voilà, j'ai fait autre chose parce qu'en fait, à la fin, mon projet professionnel, parce que je reste toujours, il y a toujours le lien. Le passé, on s'en démarre. Je devais être expert comptable. Oui, oui. En fait, il n'y avait pas de maths, il n'y avait pas de physique. Il y avait des maths, mais il n'y avait pas de physique, il n'y avait pas de chimie. Donc, je devais être expert comptable. Donc, je devais faire un DEC de mathématiques. Mais expert comptable, pourquoi? Enfin, genre, pourquoi c'est ça? Parce qu'en fait, alors, comment on travaille avec mon conseil en orientation? On part sur la base de ce qu'on veut faire, donc les matières. Et après, on regarde les métiers. Ah oui, du coup, c'est très... Et avec ma timidité, expert comptable, c'était bien. Moi, je suis toujours dans ton coin. Je suis pas avec les autres. Hein. J'avais pas coché la case. Je parle avec les autres. Je ne parle pas avec les autres. Là, tu parles toujours pas avec les autres. Je parle pas avec les autres. Et donc voilà, je fais des maths. Je fais un peu d'économie, je fais des trucs et tout ça, mais je vais être expert comptable, donc la voie était tracée. Donc, je vais faire un DEC de mathématiques appliquées aux sciences sociales. C'était ça que j'avais, le plan. Après, je vais faire de l'économétrie. Après, je vais faire tous les diplômes là, ces trucs-là. My God. My God. My God. Vraiment. Un bac plus 7, bien senti. Bien sûr. Je vais ouvrir mon cabinet d'expert comptable et puis voilà, et je vais parler avec les chiffres. Et voilà, j'étais contente, c'était ça le plan. Et donc, sauf qu'il s'est pas réalisé. Heureusement pour toi. Voilà, j'espère, je pense. Et donc, le plan commence par le DEC de mathématiques et sciences sociales. Et là, je découvre les sciences sociales que je ne connaissais pas. Oui. Je suis bien en maths. L'économie, tout ça. Je suis bien en maths, sans effort. Je me rends compte que c'était la physique et la chimie qui me fatiguaient, c'était pas les maths. Donc, je suis bien en maths. Et je découvre l'économie. Je peux lire. Parce que de l'autre côté, les maths, t'as pas des ouvrages, hein. Bon, voilà, bon, il y a des ouvrages, mais bon, c'est pas voilà. De l'algèbre, ça va aller. Donc, l'économie, je peux lire des livres sur l'histoire de l'économie, sur Ford, sur Keynes, Adam Smith. Exact. Je découvre ce monde-là que je ne connaissais pas. Et en fait, peut-être quand on fait une filière purement scientifique, on connaît jamais ça, alors que c'est ça qui dirige le monde. C'est ça. Et là, je découvre ça, en fait. Je découvre ce monde, je suis passionnée par l'économie, la macroéconomie, la microéconomie, puisque je suis bonne voilà, et je suis bien parce que je suis la meilleure, je suis partie des meilleures. J'aime bien quand je suis bien, quand j'ai 17 de moyenne, j'aime bien. Et donc, je suis dans ma zone de confort, c'est ça, en fait. et voilà, et je brille, et j'aime ce que je fais. Donc, quand je finis ce DEC bien, très bien, je découvre aussi l'informatique. Très drôle. L'informatique, que je ne connaissais pas du tout. Mes seules interactions avec l'informatique quand j'étais à Dakar, c'est le PC portable de ma mère quand elle revenait du travail, qu'elle le posait et on jouait à solitaire dessus. C'est tout ce que je savais faire avec un ordinateur. Et donc, le plus drôle, l'anecdote, mon premier devoir d'algorithme, c'est simple, les algorithmes. C'est simple, c'est de la logique. Moi, je ne crois pas, c'est ça, je sais pas faire. C'est de la logique, c'est de la logique. Et donc, en fait, je finis ça en 15 minutes. Tellement en fait, c'est de la logique. Je finis ça en 15 minutes. Je l'écris, je tape. Il faut l'enregistrer sur une disquette. Une disquette, c'est l'équivalent d'une clé USB. Ça, je connais quand même. Voilà. C'est un peu ma génération. C'est un peu ma génération. Donc, je dois l'enregistrer sur une disquette, et nommer la disquette avec mon nom. Et remettre ça au prof. Je n'ai jamais réussi à faire ça. J'ai eu 0. Mais l'algèbre, c'était parfait. Oui, le devoir était bien. En fait, j'avais fait le devoir. Et les petits Français, ils veulent pas m'aider. Je leur demande de l'aide et tout le monde se casse. Et personne ne m'aide. Et j'enregistre pas mon devoir. Et j'ai 0. Par contre, j'ai bien pris ce 0-là. Je savais que j'avais... Oui, c'était pas le sujet, c'était juste un peu technique. Et donc, voilà, copier, coller, tout. Après, c'était... et donc, je passais des heures dans la salle informatique pour apprendre à faire des petites choses. Je sais pas, c'est comme si on te dit... je sais pas, c'est simple. Tu fais le travail et tu peux pas le remettre. Oui, c'est juste ça. Oui, voilà. Ça. Et donc, j'aime beaucoup cette partie. Et donc, je commence à remettre en question mon orientation, économétrie, trucs et tout. Et je dis, je vais aller faire finance. C'était ça mon truc. Donc, dès après le DEC, je vais aller faire finance. Je postule à quelques licences finance. À Paris, en Lille et tout ça. Je fais des entretiens. Et je suis très vite douchée parce que je suis en entretien
pour une licence finance. Et on me pose la question qui m'a déstabilisée. Moi, je suis timide. Je vais à un entretien. Il prend un stylo, il me le donne, il me dit, vends-moi ce stylo. La base. La base. Et moi, je sais pas vendre le stylo. Oui, bah oui, je comprends. Et il me dit, Mademoiselle Tine, vous avez un super bon profil, vous êtes une super bonne élève, mais si vous voulez la finance, il faut plutôt faire des métiers back-office. Donc, j'entends plus pour la première fois des mots back-office et tout, qui me renvoient à mon projet professionnel de faire de la comptabilité. Bah oui, et donc, j'ai dit, peut-être que je dois faire de la comptabilité. Mais ce qui a sauvé le destin, c'est mon mari, qui était mon copain à l'époque. Je le rencontre, il me donne une brochure. Ok. Et je pense qu'il a fait ça parce qu'il voulait pas que je quitte Lille, parce que lui, il était à Lille. Et moi, dans son propre intérêt. Voilà, dans son propre intérêt. Moi, je devais aller à Paris, faire finance. Voilà. Et tout ça. Tiens, il a glissé comme ça. Il me donne, et le diplôme d'ingénieur, c'était, un diplôme d'ingénieur et statistique. Ok. Informatique et statistique. Ingénieur informatique et statistique. Donc, 50% de mathématiques que j'aime les chiffres, j'aime les stats et tout. Et 50% d'informatique. Et en plus, il m'offre mon premier ordinateur. Ah oui, c'est bon, je pourrais manier ça à la maison. Voilà, et donc voilà, c'est vraiment ça. Il m'offre mon premier ordinateur, il me demande. Et moi, dans ma tête, ça colle pas courant ingénieur, ça colle pas en fait. Mais je me dis, c'est ça, c'est là où j'ai appris à saisir. C'est la première fois, je pense, que j'ai saisi une opportunité. Ok. Je dis, ok, lui, il croit que je peux le faire. Je dépose mon dossier. Ils me prennent. Je dis, eux, ils croient que je peux le faire. Lui, il croit que je peux le faire. Il me donne un ordinateur. Je vais y aller. Mais c'est marrant quand même qu'à chaque fois, t'attendes que les autres te valident. Oui, j'attends toujours que les autres me valident. Et ça a changé ou pas? Un peu. On va en parler. Un peu, ça a changé un peu. Mais je dis pas ça pour le jugement, je suis pareil, hein. Donc c'est juste, c'est un truc, je pense, de socialisation féminine, etc. aussi. Voilà. Et donc, j'y vais, dans un école d'ingénieur et ça se passe bien. 3 ans plus tard, je deviens ingénieur. Pas ingénieur réseau, ingénieur logiciel avec une partie statistique. Où tu traduis ingénieur ouvert au monde. Où tu traduis les besoins des clients. Voilà, et tout. Et c'est comme ça que je vais à Paris. Cette fois-ci avec mon copain qui devient mon mari et tout ça. T'as bien tenu, ça a bien marché. Voilà, et c'est comme ça que je vois que. Donc, je pense que que je vois que, ok, je peux. Parfois aussi, c'est bien d'écouter. Les autres nous voient autrement. Nous, on se voit on connaît nos défauts. On est la personne qui nous connaît le mieux, plus. Mais aussi, parfois, on est aussi nos pires ennemis. Oui, c'est pour ça. On est nos pires ennemis. C'est pour ça que c'est bien d'écouter les autres qui sont bienveillants. Oui, on peut pas écouter tout le monde, mais il y a des gens qu'on peut écouter. Ouais. En fait, la perception qu'on a de nous, elle peut être parfois erronée, alors que les autres, en fait, moi, j'ai toujours ça sur nos talents. Tu sais, nos talents, je vais te demander ton talent, tu vas te dire j'ai pas de talent. Enfin, souvent on va toujours se dire j'ai pas de talent. Mais c'est moi je suis très dure avec moi-même. Voilà, c'est les autres qui vont bon élève. Je suis très dure avec moi-même. Ce que j'ai dit au début, je voyais rien parce que pour moi je savais rien faire et tout. Et en fait, voilà, j'ai écouté. Moi, je suis contente d'avoir écouté mon mari parce qu'il m'a dit tu peux le faire. L'école aussi m'a accepté, donc il croyait que je pouvais le faire parce que c'était très sélectif. Ouais, bien sûr, j'imagine. C'était très sélectif. Moi, j'aurais pas été choquée qu'ils me prennent pas, parce que courant ingénieur, ça collait pas dans ma tête. Moi, j'aurais dit ok, tant mieux. Et donc, j'ai fait et je l'ai fait. Je suis allée à Paris. J'ai travaillé dans cette boîte pendant 11 ans. Une expérience mitigée. J'ai appris beaucoup de choses là-bas, mais j'ai beaucoup souffert. En quoi? Frustration. En quoi? C'est là où ma timidité devient un poids. Ok. C'est là où je me rends compte. Avant, en fait, ma timidité était une zone de confort. En fait, je suis timide. Je fais pas ça. Je suis timide. C'était mon excuse. Je suis timide. Je fais pas. Et les gens te laissaient. Je vais pas là. Je suis timide. Je vais pas en soirée. Je suis timide. Et donc, je suis dans mes livres. Après, l'ordinateur a remplacé les livres. Je passe des heures sur l'ordi à faire des programmations, à faire des trucs. Je parle avec mon cercle, mes amis, mon mari. Les gens avec qui tu es à l'aise, quoi. Il y a pas à l'aise. Voilà. Je fais le minimum possible. Par exemple, moi, je fais pas aux soirées d'intégration de l'école, hein. Faut pas me trouver là-bas, des choses comme ça. Et donc là, en milieu professionnel, c'est là où ça. En fait, ce qui est marrant. Enfin, du coup, tu vas me dire comment, mais moi, je trouve qu'on nous sociabilise de manière à ce qu'on soit sage, docile, qu'on prenne pas trop la place, alors que le monde pro prône tout l'inverse. Autre chose. Enfin, prône tout l'inverse même. Faut être assertif, faut faire savoir. Regarder les gens dans les yeux. Faut faire savoir ce que tu fais.
faut aller réseauter, tout ça. Et donc ça, comment tu l'as surmonté? En fait, moi, je résiste, je reste, tu restes toi-même. Enfin, j'essaie de rester moi-même, je résiste. Et toi-même entre guillemets, parce qu'en fait, cette timidité aussi, je sais pas si c'est toi-même, parce que tu vois là, t'es pas timide. Oui. Et en fait, c'est toi. Exact. Donc bon, en fait, voilà, je suis devenue une autre. C'est un label. Mais à l'époque, en fait, j'essaie de rester moi-même et je me réfugie dans des choses où je travaille bien et tout va bien se passer. Sauf que c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça en entreprise. Ça va, voilà, c'est pas vrai. Je travaille bien, je continue à travailler pour les autres. Je suis pas manager parce que je fais trop bien ce que je fais, je le fais bien. Je me rends compte à un moment donné où les gens se disputent pour m'avoir dans leur équipe parce que moi je fais tout le travail. Bah oui. Je suis consciencieuse. Ouais. Je travaille. Ça, eux, ils sont tranquilles comme manager. Oui. Cora est là. Alors, le déclic a été à un moment donné une fille. À un moment donné, j'ai pris conscience que le fait que je ne veuille pas aller vers les autres, que je ne veuille pas parler, était préjudiciable. Parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir des managers que je ne valorisais pas. Oui, parce qu'ils étaient moins intelligents que toi, voilà. Ils t'inspiraient pas, quoi. Ils m'inspiraient pas. Et je me suis dit, Cora, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et je sentais un appel. Alors, je suis au sein de la DSI, la Direction des services informatiques. Par contre, on est les stars. On est au début des années 2002. L'entreprise que je rejoins veut se lancer dans les nouvelles technologies, Java et tout ce que j'avais appris. On nous recrute très cher. On est en même temps les stars, on est en même temps un peu enviés et détestés par d'autres qui sont là depuis longtemps. On gagne 2 fois. On sort de l'école, on ne sait rien faire, on gagne 2 fois plus que ça. Ouais. Voilà, j'ai un très bon salaire. Ingénieur informatique, les stars, c'est nous qui définissons la politique, je sais pas quoi, de l'entreprise. Bref, alors qu'on sort de l'école, 25 ans à peine et tout. Et tout, en fait, tout est facile. Ça veut dire qu'à l'époque, moi, je suis étudiante sénégalaise, les Sénégalais, les étrangers de manière générale, galèrent pour avoir leur titre de séjour travailleur. Moi, il y a un décret qui dit que les ingénieurs informaticiens. Ah oui, il y avait des favorisations. Voilà, moi j'ai tout en fait, tout va très vite. Et j'arrive en entreprise, on est des stars, on fait des choses et tout. Et moi je me sens quand même appelée. En fait, je suis une timide frustrée. C'est quoi une timide frustrée? Je suis timide parce que j'ai peur. Oui, c'est pas timide parce que tu veux pas parler. Non, je suis timide parce que j'ai peur, mais du coup je suis frustrée et je suis fâchée contre moi-même. Et donc je suis frustrée. Mais au sein de la direction informatique, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'on se prend trop pour des stars et qu'on fait tout nous-mêmes. On calcule pas les utilisateurs. On leur demande pas ce qu'ils veulent. On leur livre ce qu'ils ne veulent pas. On leur livre ce qu'on pense qui est bien parce que nous, on pense qu'on sait mieux que nous. On est les ingénieurs. On sait ce qu'il faut. On sait ce qu'il faut pour le gestionnaire de sinistre. On sait ce qu'il faut pour le commercial. On sait. Et donc, moi, j'ai commencé à prendre du recul avec ça. Avec cette ambiance-là. J'ai commencé à me rapprocher beaucoup plus des utilisateurs, notamment par les filles que je fréquentais. Donc, des filles des Camerounaises, Marocaines. Alors, en France, quand on est étranger, on a le don très vite de se repérer et de socialiser ensemble. Donc, très vite, à la cantine, tous les midis, je ne mange pas avec mes collègues, les ingénieurs, je mange avec le groupe des filles étrangères. D'accord. Et ça, ça porte pas préjudice? Enfin, si, mais on ne sait pas que ça porte préjudice à l'époque. En fait, nous, on calcule pas ça. Nous, on veut juste vivre notre vie et avoir du bon temps. Donc, à midi, on va manger avec les gens avec qui on se sent bien. Et on a une grande table d'étrangers, on rigole. Oui, bah oui, non, voilà. Oui, je vois. Et on se stigmatise tout seul, mais on s'en fout. Voilà, c'était la bouffée d'oxygène dans la journée. Mais eux, ces filles-là, elles viennent des autres départements. Et donc, elles me disent des choses et je vois comment ils nous voient. Comment ils nous voient, et donc je commence à les écouter un peu plus, je commence à essayer de dire, et si on les écoutait un peu plus, ces utilisateurs, et à un moment donné, je deviens celle qui, puisque mes collègues, ils aimaient pas, et c'était comme moi, ils aimaient pas parler avec les autres. Je pense que... Voilà, encore pire que moi, ils aimaient pas parler avec les autres, ils veulent parler avec la machine. Je commence à être celle qui va prendre les besoins des utilisateurs, à écrire, donc je deviens l'écrivaine. Voilà, j'écris les spécifications fonctionnelles, pour les utilisateurs. Donc, je traduis les besoins des utilisateurs en langage, en compréhension, pour que mes collègues informaticiens comprennent. Et voilà. Et c'est comme ça que commence vraiment ma carrière où je commence à sortir
à sortir, à discuter, à animer des petites séances avec des utilisateurs, à recueillir leurs besoins, à animer les séances de formation qu'on livre et tout ça. Et à un moment donné, je vais même dans la direction qu'on appelait la direction organisation méthode qualité. C'était une direction qui réunissait plusieurs personnes et notre métier, c'était, quand on nous demandait ce qu'on faisait, on faisait de l'organisation. Ça veut dire, on organisait les projets. Ok. Voilà. Donc, un peu comme une chef de projet. Voilà. Et ça te donne une vision transverse. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tu es une direction et tu essaies de concilier les besoins des directions métiers avec l'informatique et tout ça. Et voilà. Vraiment, c'est là-bas où j'ai appris aussi beaucoup de choses. Mais ma frustration continue parce que j'étais jamais la manager. Je restais quand même dans mon coin. Oui. Toujours. Et j'attendais. Pour moi, à l'époque, la promotion, c'était pour les meilleurs. C'est ça que je pensais. Et du coup, quand ça se passait pas comme ça, je me victimisais. Je trouvais ça injuste, et en fait. Je me disais, ils sont racistes, ils sont misogynes, en fait. Et je me victimisais. Et c'est aussi une des grandes leçons que j'ai apprises en entreprise. Je ne me victimise plus jamais. Je ne veux plus être une victime de quoi que ce soit. Je suis toujours responsable. Quand il se passe quelque chose, je suis responsable. Parce qu'il y a une chose que j'ai faite. Je fais partie de l'histoire. Si j'agis autrement, les choses se passent autrement. Je me suis victimisée pendant 10 ans. Okay. Mes 10 premières années de carrière, je me suis victimisée. J'ai décidé que j'étais la meilleure, j'étais bien, mais on ne me donnait pas ce qui me revenait par mon travail. En fait, j'ai appris qu'on ne te donne pas, tu vas chercher. Ouais, on ne te donne pas. Ouais. Mais du coup, non, mais c'est hyper intéressant et c'est hyper bien aussi de le dire. Moi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi des auditrices souvent du coup de Gatémir avec qui je discute, qui me disent oui, dans mon entreprise, j'arrive pas, on me donne pas ça. Je dis mais en fait, faut aller chercher les choses. Faut aller repérer les personnes influentes, réseauter avec elles et le faire de manière naturelle. Hein. C'est pas le but, c'est pas de. Oui, et il faut commencer. Il faut se respecter. Il faut commencer. Au début, on fait des erreurs, on fait des erreurs, mais il faut commencer. Je me rappelle, une fois, j'ai postulé à un poste en interne, on m'a pas pris. Là, j'aurais jamais fait ça avant. J'ai écrit un email à un grand directeur avec qui j'avais passé l'entretien pour lui demander pourquoi. Oui. Mais je tremblais quand j'ai appuyé sur envoyer. Et t'as répondu? Il m'a répondu. Il m'a dit de venir. Je suis venue dans son bureau. Il m'a expliqué. Il m'a dit que il voit mon potentiel, mais que j'avais encore besoin. Et ça m'a rassurée. Bien sûr. Et ce sont des choses que jamais j'aurais imaginé. On m'a pas éduquée comme ça. Jamais j'aurais imaginé que j'aurais. En fait, pour moi, c'était tu travailles bien, tu as. Non, ça vraiment. Et donc j'ai appris et voilà. Et ce qui n'allait pas, j'ai vu ce qui n'allait pas. Ok, tu es intelligent, tu travailles bien, tu sais, tu comprends, tu fais tes trucs, mais tu ne vas pas vers les autres. C'est ça. Ouais. Tu ne vas pas vers les autres. Tu ne t'ouvres pas aux autres. Tu n'essaies pas de sociabiliser. Tu n'essaies pas de comprendre comment la personne marche. Et ça, à quel moment le déclic s'est fait? Tu vois, parce que je pense que ça a pris du temps. Ça prend du temps. Mais à quel moment tu t'es dit, en fait, là, vraiment, si je travaille pas sur ça, je suis dans la merde, quoi. Je pense que vers la fin, les 3 dernières années en France. Mais par contre, en fait, j'avais aussi une conviction que c'était pas là-bas que ça allait arriver. Ok. Alors, c'est un de mes managers là-bas qui me l'avait dit. Quand tu arrives dans une entreprise en culotte courte, en couche culotte, les gens te voient toujours en couche culotte. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer de boîte. Parce qu'en fait, dans la tête des gens, Koura était tel. Oui. Ils ne me voyaient pas d'une autre manière. Et tu vas être toujours moi, je me souviens chez Canal, on m'appelait le bébé Canal. Voilà. Un bébé Canal. Moi, je suis sortie de l'école, je suis allée dans cette entreprise. On te voit toujours comme un bébé, quoi. Voilà. Et en fait, j'étais persuadée d'une chose, je devais changer. Ça, c'était bien de le dire. C'était difficile de le faire. Une entreprise très généreuse en termes de salaire, en termes d'avantages. Moi, je suis maman de 2 enfants. Et en fait, à Paris, il n'y a aucune raison. Pour mon entourage, pour mon mari, quand je commence à en parler, il me dit, ça va pas. C'est une boîte où, à Paris, en 2005, mon fils est né en 2005, j'ai eu 6 mois de congé maternité. Une boîte généreuse. Vraiment. Surtout. Surtout les avantages. En fait, et mes amis qui travaillent dans d'autres boîtes, ils se plaignent. Personne ne me comprend que je veux changer. Pourquoi je veux changer? Je veux travailler.
Parce qu'en fait, j'étais pas heureuse. Tu travaillais, mais tu j'avais pas d'impact. t'exploitais pas assez ton potentiel, tu te Voilà, sentais limitée. et tout, voilà, je ça me sentais Je limitée et comprends. tout, et je veux faire plus. Et tout le monde me disait, mais t'as des petits-enfants. Mes enfants, ils avaient 3 ans, 1 an. Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Et tout. Et je me souviens d'une anecdote, et en fait, parce que on travaille avec des sociétés de services, et c'est des qui nous placent des. Donc, je me suis rapprochée dans des propriétaires de SS2I, et je lui ai dit que je voulais qu'il m'embauche. Ouais. Donc, je voulais démissionner de chez le client pour aller dans une société de service pour qu'il me place, parce que je voulais avoir diverses expériences. Ouais. Il a dit non, tout le monde rêve de ta place. Et il me dit, moi, Koura, faut pas me demander ça, parce qu'en fait, je veux pas avoir des problèmes avec tes boss. Je veux pas te débaucher, en fait. Je veux pas te débaucher. Et donc, voilà, exactement. Et donc, j'étais coincée. J'étais dans une prison dorée. Pourquoi une prison? Parce que je n'arrivais pas à grandir, à m'exprimer, à faire des choses. Parce que c'était trop difficile dans ce contexte où les gens m'ont toujours connue timide. Ma fille qui est timide me l'a dit. En fait, quand on te caricature comme la fille qui ne parle pas, c'est difficile de ne plus être la fille qui ne parle pas. C'est ça. Et puis c'est pour ça que tout à l'heure quand on disait que je suis timide, je voulais te corriger, je dis non, voilà. je te laisse. Exactement. Mais tu vois, c'est qu'en fait, comme les gens le disent, toi aussi tu t'essaies de te convaincre là-dedans, et en fait pour t'en sortir c'est hyper difficile parce que c'est pas un trait de caractère en fait la timidité. Exactement. C'est juste, enfin, tu vois, moi je le dis parce que moi avant j'étais bègue, moi je bégayais très très fort jusqu'au lycée. Hein. Je ne savais pas parler. Et je comprends les timides parce que quand tu es timide, tu as envie de dire des choses, mais tu n'arrives pas à les dire. Tu vois, vraiment ça, il y a vraiment ce blocage là. Exactement. Tu vois. Exactement. Et une fois que tu as dépassé ça, tu es en mode bah non, en fait j'ai plein de choses à dire, je suis aussi intelligente, j'ai des choses à dire. Quoi. Exactement. Et par contre, toujours dans ma tête, il y avait ce désir de rentrer au Sénégal, qui était là, présent. Et oui, ce que j'allais demander, quand tu es venue en France, est-ce que tu te disais, je viens faire mes études et je rentre? Oui. Ok. Mais déjà, je voulais pas y aller. Oui, déjà, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller et c'était comme le bac C. Ok, je fais le bac C et ok, je fais mes études en France, je rentre. C'était ça vraiment. Okay. Après, j'ai rencontré mon mari, qui par contre ne voulait pas rentrer tout de suite. Parce que voilà, il voulait faire sa vie là-bas. Et donc, c'est toujours quoi, hein, j'ai fait ma vie avec là-bas. Puisqu'il ne voulait pas rentrer, on est resté là-bas, on s'est mariés, on était bien installés. Ouais. Voilà, il est ingénieur. Donc, on avait une vie belle, dans un sens où on avait chacun, on travaillait dans des grandes boîtes, on avait des bons salaires, on était tous les deux ingénieurs, on avait 2 beaux enfants, un garçon et une fille. On habitait voilà, on avait acheté, on avait chacun une voiture. En fait, sur le tableau, il est là. Bien sûr. Sauf que moi, je suis vide, en fait, à l'intérieur. Je suis pas heureuse. Tous les matins, je conduis une belle voiture, je vais au travail. J'habite dans la banlieue dans le 92, une belle ville, Plessis-Robinson, magnifique. On est propriétaire. En fait, j'avais coché toutes les cases de la société française. Ouais. Mais après toutes les cases, en vrai, de la réussite sociale. De la réussite sociale. Tu vois, voilà, de l'apparence. C'est ça. Marié, 2 enfants, garçon et fille, le choix du roi. C'est ça. Propriétaire. Couple ingénieur. Et là, t'as quel âge à l'époque? J'ai 32. Voilà, c'est ça. Voilà, et tout. Et, mais je suis vide, en fait. Ouais. Tous les matins, je conduis ma belle voiture à Paris. Je travaille dans le 15e. Je sais même pas pourquoi je me lève. Je sais pas pourquoi je suis en zombie. Je suis en zombie. Et quel a été le déclic pour que tu te dises, en fait, stop? Parce que tu vois, ce mode zombie, il peut durer longtemps. Il peut durer longtemps. Il peut durer très longtemps. Et soit t'as un vrai déclic personnel voulu, soit c'est un déclic subi. C'est un déclic. Alors, je sais pas comment je vais le qualifier. C'est que, en fait, comme j'ai dit, j'essaie de saisir les opportunités maintenant. Mon mari frustré. Parce lui aussi, lui, du coup. Lui, il était heureux. Ouais, okay. Il était heureux, mais en fait, sa première frustration, il m'a exprimé sa première frustration. Alors, pour résumer rapidement, il travaille chez Alstom, il a un projet avec le Sénégal. Il est venu quelquefois en mission, donc il a commencé aussi à aimer le Sénégal, à rencontrer des gens qui sont rentrés. Il a commencé à se projeter sur le fait que peut-être que s'il gagne ce projet, on va rentrer autrement et tout. Et il comprend que ce sera pour un Français. Un vrai Français, parce qu'on est Français sur le papier. Frustré, je lui dis, tu vois,
Ici, c'est pas chez nous. Ah oui, c'est ça. Ouais. Voilà, et je profite de ça, tu vois. Ici, c'est pas chez nous. Rentrons. On est en 2011, 2012. Il se passe plein de choses au Sénégal. Il se passe plein de choses politiquement. Politiquement, c'est Et ça. moi, Oui. ma mère, en 2012, ce temps, elle est entrée en politique. Et Mm. donc, je reçois ça aussi. Et je suis très connectée. Moi aussi, à un moment donné, en 2003, je fais de la politique en France. Je fais partie de l'AFP, l'Alliance des forces du progrès. Ok, je connais pas. Voilà, exactement, un parti politique. Et je milite. Ça s'appelait les Jeunesses progressistes. Donc, je suis quand même très connectée avec le Sénégal. Ok, tu restes. Ce qui se passe en 2011, c'est une petite révolution. C'est la première alternance, c'est la deuxième alternance. Alors, en 2011, il se passe des choses. Et moi, je vais être là. Moi, je veux être là le 23 juin. Je veux être devant les grilles de l'Assemblée. Ouais. Moi, quand je viens en vacances en 2008, je me souviens en 2008, j'ai fait une marche, je fais des marches, je fais des manifs. En 2008, il y avait une marche contre la faim. On met avec le régime de Wade, on met des sacs de riz parce que voilà, je suis engagée en fait. Toi, t'es à fond. Donc moi, je suis là aussi en fait. Ok. Même moi à Paris, je vais aux réunions politiques avec ma fille je l'ai mise dans une poussette, qui est en réunion jusqu'à 23h dans la banlieue parisienne. Je fais la campagne électorale, je fais les foyers, je tiens un bureau de vote à l'ambassade, tout ça. Voilà, en 2007. Les élections. Donc, je suis engagée aussi. Donc, ma tête, mon esprit, mon cœur est au Sénégal. Il manque plus que mon mari. Et mon mari, à un moment donné, il montre une petite faiblesse sur sa conviction de rester en France. Et je lui dis, viens, on prend l'opportunité, viens, on rentre. Et c'est comme ça qu'on décide qu'on rentre.